Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Taïwan International. En ce dimanche 9 mars, vous écoutez tout de suite On en parle à Taïwan. Bonjour à tous et bienvenue dans On en parle à Taïwan qui vous est présenté aujourd'hui par Valentin Floquet, Florian Dai et Sasa. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Alors, de mon côté, on va aller se promener dans l'une des anciennes demeures de la famille Lin, qui est le bâtiment Lin Antai, avec tout un jardin aussi. Une petite balade Voilà. à Taipei. Voilà, petite excursion de printemps. on va rester un petit peu dans la tradition avec moi, de mon côté, puisqu'on va parler du rituel du dragon de riz en taoïsme. J'avais fait une petite publication sur Facebook et j'aimerais donc développer un petit peu cette publication en expliquant un peu l'origine du rituel, etc., en parlant un petit peu de comment est-ce que ça se pratique aussi un peu à l'étranger, dans les diasporas. Voilà, donc ça va être un peu le sujet d'aujourd'hui pour moi. Ok, et de mon côté, j'aurais pu vous parler des cerisiers en fleurs, comme tu as fait un post aussi sur Facebook, mais non, en fait, je vais vous parler de quelque chose de peut-être moins photogénique, quoique c'est assez impressionnant aussi, quand on n'a pas l'odeur. Donc, à votre avis, je vais vous parler de quelque chose d'impressionnant, mais qui sent mauvais. Des poubelles ? Presque ça, ouais, les déchets, globalement à Taïwan. Les décharges, et ouais. D'accord. Voilà. Alors, on commence par quoi ? On peut commencer par aller se balader du coup à Lin Antai. Donc, c'est un ancien bâtiment en fait qui était construit à l'origine par la famille des Lin, qui a émigré à Taïwan au XVIIIe siècle, donc depuis la Chine. Il y a plusieurs familles Lin. Il y a plusieurs familles Lin. C'est une des familles Lin de Taipei. Voilà, et donc c'était un bâtiment qui était situé à l'origine dans le district de Da'an, donc de la ville de Taipei, sur la route Sewei, qui était tombée en ruine et qui en 1978 risquait d'être démolie en fait dans le cadre du projet d'expansion de la route Dunhua. Et donc, comme il n'était pas classifié site historique, il y avait vraiment ce risque, mais il y a eu beaucoup de gens qui se sont mobilisés, des pétitions d'universitaires et d'experts, et donc la ville de Taipei a déplacé le bâtiment, en fait, elle l'a démoli, et tout noté, chaque poutre, chaque tuile, voilà, tout a été comme un puzzle, quoi. Bien rangé, et il a été reconstruit à sa situation, à sa location actuelle, qui est vraiment plus à l'extérieur de la ville. Entre deux autoroutes. Mais c'est quand même très beau. C'est quand même très beau. Voilà. Et donc, le bâtiment en soi, il a été ouvert au public en mai 2000. Et en 2010, sa cour a été agrandie. Voilà, donc il y a un joli parc autour maintenant. C'est super pour une sortie au printemps. C'est super pour une sortie au printemps. Beaucoup de photos de mariage. Oui, effectivement, il y a très souvent des gens qui vont prendre des photos là. Et c'est juste en face aussi du Jardin des Roses, donc qui est en pleine floraison en ce moment. Il faudra voir ce qu'il reste des pétales après les pluies de la semaine. Les gros orages. Les gros orages, ouais. Mais j'étais passée juste avant et c'était vraiment magnifique. Donc voilà, c'est un très joli petit coin. Et en fait, c'est une maison à cour avec un étage qui est du style du Fujian, donc la province chinoise qui est juste en face de Taïwan, et des dynasties Ming et Qing, avec les toits qui s'appellent en queue d'hirondelle, un petit peu relevés aux extrémités du faîte. Et donc il y a une salle principale qui est dédiée aux ancêtres, juste en plein milieu devant, et il y a plusieurs cours et bâtiments autour. Donc, ce qui est particulier aussi, c'est que pendant cette construction, en fait, il n'y a pas de clous d'utiliser, même si toute la structure est en bois, mais ce sont plutôt des joints ou des coins qui sont mis pour les emboîter, en fait. Et donc, c'était vraiment une construction, enfin, d'abord un démontage, disons, puis reconstruction et restauration
qui était assez complexe, et ça a fait qu'il y a 6 types de briques de terre et 3 types de pierres différentes qui ont été utilisées, parce qu'il y avait plusieurs étapes donc, de construction, de rénovation, qui ont fait que certaines ont dû être refaites ou réapportées après. Et puis on peut aussi noter qu'il y a beaucoup de symboles un peu partout, de longévité, de prospérité, de richesse, avec par exemple des pivoines, des symboles de fertilité aussi, des dragons, des motifs du sol jusqu'au plafond, qui sont... Enfin, c'est vraiment un endroit où on peut prendre le temps de visiter et de regarder sous toutes ses coutures. Et faire de belles photos, quoi. Et faire de belles photos, voilà, si on veut se marier, mais même sans vouloir se marier, ça peut être un chouette endroit à visiter. Et donc, en fait, à la base, voilà, il y a une telle diversité de matériaux utilisés aussi parce que les premiers étaient importés directement de Chine pour les construire à Taïwan, mais en fait, la famille des Lin était donc très riche et ils avaient importé à la fois des briques, des pierres et aussi des artisans depuis la Chine pour faire construire cette demeure. Donc c'est vraiment un endroit qui vaut la peine d'être visité aussi pour tout l'aspect historique en fait qu'on peut encore voir à travers. Il y a aussi quelques jeux un petit peu pour enfants ou des explications principalement en mandarin mais aussi en anglais. Donc voilà, c'est un petit endroit assez chouette à visiter si vous avez du temps et que vous êtes à Taipei et que vous avez envie d'une petite sortie. Ok, merci pour cette info sortie. Est-ce que tu as une info sur la montagne à l'extérieur du parc, enfin dans le parc? Ah oui, alors il y a un parc avec une petite montagne en fausse pierre. Je ne sais pas de quelle info tu parles, mais donc on peut grimper. Est-ce que tu as des infos dessus, une anecdote? On peut y grimper pour observer le petit lac, l'étang qu'il y a devant et puis les bâtiments depuis là-haut. Et voir le coucher du soleil, c'est un très chouette endroit. Mais j'ai pas d'autres anecdotes en particulier. D'accord, c'est vrai qu'on les voit souvent dans les jardins des anciennes maisons comme ça. Il y a toujours un petit coin montagne. Un petit pavillon avec je pense que ça a un rapport avec la géomancie, mais je n'ai pas d'autres infos. Donc voilà, si tu avais des infos. En tout cas, c'est une très bonne transition vers mon sujet. Parce que moi, je vais vous parler des montagnes de déchets. Voilà. Bon, c'est quand même moins photogénique, il faut dire. Remarque, il y a aussi des mariés qui ont pris des photos devant des montagnes de déchets. C'est vrai, on en avait parlé, on en parle à Taïwan. C'était en France, ça, non? Non, à Taïwan, non. En France aussi, je crois aussi. Enfin, des Français, peut-être des Hongkongais, des Taïwanais, ils avaient pris ça. Donc, les montagnes de déchets. Oui, en fait, j'avais déjà parlé, je crois, des déchets. On en parle à Taïwan ou dans le courrier récemment. Mais là, je suis tombée sur une vidéo du programme Notre Île, Women the Dao, sur la télévision publique. Et j'ai découvert plein de choses. Alors, je me suis dit qu'il fallait que j'en parle à tout prix. Alors, déjà, le volume des déchets à Taïwan ne cesse d'augmenter. Entre 2017 et 2024, à votre avis, par combien le volume de déchets à Taïwan a été multiplié? 3. En même pas... en un peu plus. 3, 4. Même pas 10 non, ans. J'aurais dit moins que ça quand même. Ah ouais? Par 10? Par 10? Oui, par 10. Wow. Alors, à Taïwan, il y a plusieurs décharges à ciel ouvert qui sont appelées en chinois, enfin c'est un peu le surnom Lossoshan, donc les montagnes de déchets. Elles peuvent faire jusqu'à 30 mètres de haut, voire plus. Alors, à Taïwan, il y en a... Qu'est-ce qui a fait que ça augmente autant? Ah bah, bonne question, mais il y a notamment le Covid, et tous les plats emportés, tous les déchets. Mais en fait, je vous dirai après que les déchets personnels, entre guillemets, les déchets ménagers, c'est pas la majorité des déchets. Mais on verra ça tout à l'heure. Alors, à votre avis, il y a combien de montagnes de déchets à Taïwan, de décharges à ciel ouvert? Une cinquantaine? J'allais dire 150. Waouh, alors c'est plutôt Floriane, on est à 48, c'est déjà pas mal quand même. Et donc parfois il y a des incendies qui se déclarent dans ces décharges et c'est vraiment très très dur pour les gens qui habitent aux alentours, ça pollue énormément. Mais normalement les déchets ils sont plutôt incinérés à Taïwan, donc ils sont aussi brûlés mais ça pollue beaucoup moins grâce à des technologies en fait qui sont... Mais des filtres j'imagine. Tout à fait, ouais. Et alors les incinérateurs à Taïwan, ils ont en tout 7,7 millions de tonnes de déchets comme capacité par année. Et en fait, le volume de déchets qui est réellement
brûlés dans les incinérateurs en 2023, c'était seulement 4,8 millions de tonnes de déchets ménagers. Donc, comment est-ce que ça se fait que soit déjà... le reste, c'est pas des déchets ménagers, soit il y a une sous-utilisation des capacités des incinérateurs. Voilà, on va continuer notre enquête. Tu as déjà des hypothèses très intéressantes. Parce qu'en fait, du coup, à la fois, on voit que les incinérateurs ne brûlent pas les déchets à 100% de leur capacité. Et en même temps, donc, il y a aussi des décharges à ciel ouvert à Taïwan. Donc, comment est-ce qu'on s'est retrouvé dans cette situation ? Ils font la grève ? Alors, en fait, je dirais que c'est comme ils le disent dans le documentaire, la principale raison, c'est que les problèmes des déchets, ça ne concerne pas que les déchets, ça concerne aussi le profit. Donc, il y a des questions aussi économiques là-dedans. Donc, il y a 27 incinérateurs à Taïwan. Et donc, comme je l'ai dit, leur capacité totale, c'est de brûler 7,7 millions de tonnes de déchets par an. Mais en 2023... ils n'ont brûlé que 6 millions de tonnes et ce chiffre est en diminution. Donc déjà, ils commencent à se faire vieux, ces incinérateurs. La plupart ont plus de 15 ans ou 20 ans, donc ils sont plus aussi efficaces qu'avant. Mais malgré tout, ça reste supérieur. Enfin, ils auraient la capacité de brûler tous les déchets. Donc, comme tu disais... Et donc, attends, il y a une production de combien de tonnes de déchets par an ? Alors, attends... C'est les déchets ménagers, c'est 4,8 millions de tonnes de déchets ménagers. De production. Ouais. Et du coup... Donc tout pourrait être brûlé et il y aura encore tous les autres déchets après aussi à gérer. Mais... Alors justement, donc parmi les déchets brûlés en incinérateur, seulement 70% sont des déchets ménagers. Et donc, comme tu le dis, le problème, ça vient de là. Alors que, normalement, les incinérateurs ont vocation à brûler en priorité les déchets ménagers. Donc voilà, de quoi s'agit-il quand on parle des 30% restants ? À votre avis, ce sont les déchets de... Alors je dirais, il y a les déchets de construction, les déchets industriels bien sûr. Ouais, c'est ça, c'est les déchets industriels et de construction. Et du coup, comme donc, les incinérateurs traitent à hauteur de 30% les déchets industriels et de construction, à hauteur de 30% de leur capacité. En fait, les 70% de leur capacité qui restent, ça ne suffit pas. Donc, ça ne suffit pas pour traiter tout le volume des déchets ménagers produits chaque année. Alors, en fait, selon la loi, les incinérateurs doivent brûler les déchets ménagers et ne peuvent traiter les déchets industriels seulement s'il reste de la place. Donc, déjà, il y a un petit problème. Alors, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est aussi une question de profit, parce que quand on regarde le prix de l'incinération des déchets industriels, il a beaucoup augmenté ces dernières années, et donc ça rapporte beaucoup plus aux incinérateurs que le traitement des ordures ménagères, en fait. Et donc, il y a quand même d'autres endroits, bien sûr, pour traiter les déchets industriels, parce que voilà, c'est quand même des déchets particuliers. Il y a des usines de traitement spécialisées. Et selon un rapport du UN de contrôle, ces usines-là pourraient traiter davantage. En fait, elles ont encore de la capacité de traitement, mais le prix de traitement dans ces usines spécialisées est beaucoup, beaucoup plus élevé que dans un simple incinérateur. Parce que j'imagine qu'il y a un tri ou quelque chose, un traitement particulier qui est fait pour des déchets qui sont peut-être pas que du plastique, où il y a qui beaucoup sont plus toxiques ou avec des métaux... Enfin bon, en tout cas, voilà, les industriels et les directeurs d'incinérateurs y trouvent leur compte, d'après ce documentaire. Mais c'est pas non plus la seule raison. Il y a encore d'autres raisons. Donc par exemple, les incinérateurs qui se situent à Taipei et Kaohsiung sont moins actifs que les autres. En fait, il y a une dizaine d'années, ils brûlaient aussi des déchets d'autres comtés. Mais les conseillers municipaux de ces deux villes ont protesté contre cette entraide entre comtés, parce qu'ils disaient que voilà, ils voulaient pas prendre la charge non seulement des déchets de leur ville, mais en plus les déchets des autres. Et donc, ils ont fait passer des réglementations. Donc, par exemple, à Taipei, les déchets des autres comtés ne peuvent pas représenter plus de 3% de la capacité des incinérateurs. Et à Kaohsiung, la réglementation veut que si c'est des déchets d'un autre comté, les résidus
après que les déchets aient été brûlés, doivent être ramenés dans les comtés d'origine. Et parfois, c'est des résidus toxiques, donc en fait, les comtés ne sont pas non plus hyper enthousiastes à les récupérer. Alors, d'après le documentaire, le ministère de l'Environnement est au courant de cette situation. Enfin, je pense qu'on ne peut pas vraiment fermer les yeux, mais qu'est-ce qu'il fait du coup ? Il encourage 2 solutions. La première, c'est l'enfouissement des déchets quand un lieu peut être trouvé, ce qui n'est pas toujours facile. Et d'un autre côté, c'est déjà emballer les déchets qui sont dans les décharges dans des grands sacs plastiques, je ne ferai pas de commentaires, pour les incinérer dans de nouveaux incinérateurs. Donc à Sinju, un incinérateur vient d'être construit et à Nantou, il prévoit d'en construire un. Mais plus d'incinérateurs, ça signifie aussi plus de pollution, plus de résidus, et donc à Taïwan, plus de protestations des riverains. Donc en fait, c'est pas aussi facile que ça de construire des nouveaux incinérateurs ou de les mettre en service en fait. Oui, parce que qui dit qu'ils ne seront pas utilisés aussi par les industriels et que ça aidera à résoudre les problèmes, parce que s'il y a déjà cette capacité, c'est une question de gestion plus que d'existence d'incinérateurs. Oui, tout à fait. Alors que faire ? Du coup, logiquement, il faudrait produire moins de déchets et réutiliser davantage. Mais à Taïwan, comme c'est dit dans le documentaire, le budget consacré à la réduction des déchets ou à sensibiliser à la réutilisation, etc., est minuscule, en fait, comparé au budget pour les incinérateurs, par exemple. Donc, il n'y a pas assez d'incitation à réduire les déchets. Et la vidéo se termine sur un petit refrain de culpabilisation. C'est notre affaire à tous, etc. Mais je trouve personnellement que c'est un peu contradictoire avec le propos, quand même, qui montre qu'il y a une grande responsabilité des industriels aussi. Même nous, quand on veut acheter, je sais pas, des gâteaux, il y a une quantité d'emballage phénoménale. Et c'est souvent, en fait, les entreprises, voire même la réglementation parfois aussi, qui fait qu'il y a énormément d'emballage. Donc, je pense personnellement qu'on peut bien sûr tous essayer de réduire les déchets, mais après, ça ne va pas se résoudre que grâce à nous. Et puis, à propos des déchets des constructions, par exemple, je ne sais pas si vous avez remarqué en ce moment à Taipei, il y a des programmes de régénération urbaine qui passent souvent par le fait de raser complètement des immeubles et de reconstruire à zéro. Et là, par exemple, depuis le métro, je vois des projets comme ça, mais c'est incroyable. C'est des montagnes de déchets, quoi. Les bâtiments, du coup, il y a des gravats qui sont tous mélangés avec du béton, de l'acier, etc. Enfin, c'est super dur à traiter. Et du coup, c'est vrai que la rénovation des bâtiments, plutôt que de tout raser à chaque fois, ça pourrait aussi permettre de réduire les déchets, quoi. Par exemple, on sait que les déchets industriels et de la construction sont les plus grands déchets, plus volumineux. En France, selon l'ADEME, par exemple, les déchets ménagers, ça représente même pas 10% du volume total de déchets produits, contre 20% les déchets des entreprises et 70% chez les déchets des chantiers de construction, quoi. Donc, je peux même pas imaginer à Taïwan, vu qu'il y a beaucoup plus de chantiers de construction. Enfin, bref, quoi. Donc, c'était un petit teaser aussi pour les joies de l'éco-construction, pour l'émission sur la construction naturelle qui fait beaucoup moins de déchets et en tout cas qui ne sont pas toxiques. Et puis si ça vous intéresse, si vous avez envie de voir en images les montagnes de déchets, vous pouvez retrouver le lien de la vidéo sur notre page de On en parle à Taïwan. C'est quoi la plus proche de Taipei ? Elle est où ? Alors, je pense pas qu'il y en a à Taipei. Il y avait à Taoyuan, Sinju, Yunlin, Hualien et Taidong. Et la plus grande de tout Taïwan se trouve à Sinju. Okay. Et à Taipei, en revanche, il y a des incinérateurs. Notamment, j'étais faire un reportage à l'incinérateur de Neihu. Et lui aussi, là-bas, il disait que le nombre de déchets avait aussi augmenté, notamment depuis le Covid. Et voilà, tout ça est très intéressant. Mais j'espère que j'aurai d'autres sujets, mais ça me passionne trop, ces sujets-là. Voilà. Merci pour ça. Bah oui.
Moi, en tout cas, je suis très impatiente d'entendre ton sujet, Valentin. Parce que... le dragon de riz. Ouais, ça m'intrigue. Je sais pas de quoi tu vas parler honnêtement. Pas du tout. Alors, il y a une tradition pendant une certaine journée du Nouvel An lunaire, qui est le deuxième jour du deuxième mois lunaire, qui est une date particulière dans le calendrier traditionnel agricole ou chinois, connu sous le nom du dragon qui lève la tête, Long Tai To. Cette journée marque le réveil du dragon et qui est un symbole de renouveau et de prospérité. Et donc cette année, l'événement est mis à l'honneur à travers une initiative fascinante qui est le rituel du dragon de riz, qui a été recréé par un maître taoïste qui s'appelle Ye Tunnan. Et j'avais partagé donc sur Facebook les photos du fameux rituel avec une modernisation un petit peu du rituel parce qu'il a utilisé un petit peu des techniques et des connotations un peu plus des représentations un peu plus modernes dans la fabrication du dragon de riz, qui utilise souvent plutôt des matériaux traditionnels, du bambou, etc. Là, il est allé un peu plus loin, il est allé chercher des choses un peu plus insolites, on va y venir. Ok, j'irai voir aussi les photos sur Facebook, parce que j'ai regardé quelques posts, mais celui-là, je ne l'avais pas vu. Et donc, ça a été organisé notamment par le Centre des sciences humaines et sociales du Conseil national des sciences de Taïwan. Et aux côtés d'universitaires, donc il y avait aussi des universitaires qui ont essayé aussi d'apporter une expérience sur l'étude de ce rituel, et donc l'idée c'était quand même donc d'apporter autant cette tradition qui est juste en fait faire un dragon à base de montagnes de riz, tout simplement. C'est assez conséquent, je crois que celui-là il fait à peu près donc c'est posé au sol, souvent sur une bâche ou quelque chose comme ça, et la composition elle doit faire bien 5 mètres de haut 5 mètres de profondeur sur 3-4 mètres de largeur. C'est pas un petit truc, ça ressemble un petit peu en fait en composition aux sculptures qu'on voit notamment à Chiang Kai-shek, au niveau des escaliers, etc. À Chiang Kai-shek Memorial Hall, voilà. En bas-relief du coup. Voilà, en bas-relief, ça ressemble un peu à ce genre de composition là. Okay. Et donc ils ont invité Ye Tunnan, dont la famille gère un temple taoïste et qui allie donc l'expertise en rituel traditionnel, mais aussi son expérience en tant que designer et artiste visuel, parce que c'est sa formation à la base, et il a après repris et intégré le temple taoïste. Lors de la cérémonie, il a utilisé du riz avec 2 couleurs différentes pour dessiner le corps du dragon, mais aussi des pièces de monnaie en guise d'écailles et des éléments un peu plus insolites comme des œufs pour représenter la moustache du dragon, et même des bols. Un peu bizarrement. Moi, c'est les bols qui m'ont le plus surpris dans la constitution du dragon. Utiliser des bols pour faire les oreilles ou un peu le corps, c'était un peu étrange, quoi. Utiliser des bols en pain traditionnel, pain blanc et bleu, là, ce genre de bol-là. Et donc, c'était quand même assez intéressant. Et donc... voilà, il a fait ce travail minutieux. Ça devient de plus en plus rare de voir cette tradition perpétuée. D'ailleurs, petite anecdote, ce jour-là, le deuxième jour du Nouvel An lunaire, c'est le jour aussi où on doit... Le deuxième jour du deuxième mois. Du deuxième mois lunaire. Après du deuxième mois lunaire. C'est aussi le jour où, en général, on fait sa première coupe de cheveux. D'accord. Et voilà, c'est une petite... Et juste pour nous remettre, du coup, c'est quel jour, le deuxième jour du deuxième mois ? Cette année, ça tombe... Cette année, c'est tombé le 2 mars. D'accord. Voilà. C'était ce jour-là, donc il y a toute une cérémonie avec des journalistes qui étaient conviés pour couvrir l'événement, parce que ça devient de plus en plus rare à Taïwan. Et donc, c'est la deuxième partie en fait de mon sujet qui vous dit un petit peu d'où ça vient un peu ce rituel. Ouais. Alors attends, avant que tu nous dises ça, je viens de regarder les photos sur Facebook, et je trouve ça vraiment très très beau. Ouais, effectivement, on dirait une peinture énorme chinoise sur fond rouge, avec un très très beau dragon. Et effectivement, la tête, elle est faite avec des bols. C'est assez original, mais ça va super bien. Ouais, non, c'est assez intéressant. C'est vraiment en 3 dimensions, quoi, une peinture comme si c'était une peinture en 3 dimensions. Voilà. Et donc, ce rituel, en fait, trouve son origine dans la tradition de ce qu'on appelle le Hanlong.
c'est-à-dire apaiser le dragon. Voilà. Et c'était autrefois réalisé après la construction d'un temple ou d'un édifice principalement. En fait. L'objectif était donc de rassurer le dragon protecteur de la terre perturbé par les travaux et lui demander de continuer à veiller sur les lieux. Le riz, symbole de nourriture et d'abondance, servait à évoquer aussi la fertilité et la prospérité pour attirer justement les gens à venir prier avec ces valeurs-là. Cet exemple illustre aussi parfaitement comment un rituel ancien lié à la terre et aux divinités protectrices continue de résonner dans le monde contemporain ça montre aussi un exemple à d'autres temples que faire cette cérémonie n'est pas forcément que tradition et un truc un peu désuet la plupart du temps, en fait, c'est un peu le gâchis de riz qui vient un peu contrebalancer avec ce rituel, parce que c'est quand même beaucoup de riz qui est posé comme ça. Mais je sais pas s'il le garde toute l'année pour que les gens puissent venir le voir, ou si après il l'enlève et je pense que utiliser le riz, non ? J'ai pas l'info, mais je pense que ça dure plus ou moins un mois. D'accord. Ils vont pas le garder très longtemps. Mais je pense pas non plus qu'ils vont jeter le riz, quoi. Enfin, le riz, ça se lave avant de toute façon de cuire le riz. Enfin, je sais pas. Ouais, non, je sais pas. Enfin, je pense qu'il y a pas de problème. Je sais que ça se fait de moins en moins, en tout cas. Les gens préfèrent utiliser le riz autrement. D'accord. Je pense que c'est quand même une des principales raisons. Pour revenir un petit peu à l'historique, le rituel du dragon de riz est une cérémonie traditionnelle taoïste qui repose sur l'offrande particulière du riz déposé en forme de dragon. Ça, on peut le comprendre. Le dragon symbolique est préparé avec soin et placé sur un autel. Souvent c'est sur un autel, là c'était directement au sol, ouais, parce que c'était grand, mais du coup j'imagine que si c'est sur un autel, c'est pas forcément aussi grand, voilà. Donc ça crée pas forcément beaucoup de gaspillage sur un autel non plus. Et c'est accompagné d'encens et de prières, et ce rituel est réalisé pour invoquer la protection divine, attirer la prospérité, assurer de bonnes récoltes. Dans la culture chinoise, le dragon est une créature bienveillante associée à l'eau, aux nuages et à la pluie. Le riz, quant à lui, représente l'abondance et la subsistance. En combinant ces deux éléments, le rituel vise donc à honorer le dragon céleste, protecteur des champs et garant de l'équilibre climatique. Et donc c'est pour ça que ce rituel se déroule le 2e jour du 2e mois lunaire, qui est une date particulière dans le calendrier traditionnel. Ce jour est appelé le dragon donc lève la tête selon la croyance populaire. C'est à partir de ce moment que le dragon commence à se réveiller de son sommeil hivernal. Et donc, ça annonce le retour du printemps et des pluies bienfaisantes. C'est vrai qu'on a eu de la pluie juste après cette année. C'est ça, tout à fait. C'est juste. C'était envoyé par le dragon. Cette journée est donc idéale pour rendre hommage aux forces de la nature et s'assurer une année prospère. Alors, les origines historiques en Chine et à Taïwan se remontent à l'Antiquité chinoise. On parle des dynasties Tang et Song. J'ai pas les dates en tête. Si vous les avez, Tang et Song, c'est... Donc à peu près du 7e au 13e siècle. Voilà, les deux dynasties combinées, je te fais confiance. J'arrive pas à me souvenir des dates. Pourtant, je les ai apprises pendant des semaines à la fac, mais j'ai jamais réussi à les retenir. Bref, les paysans donc rendaient hommage au dieu dragon à l'époque en lui offrant du riz et d'autres aliments sacrés pour obtenir sa protection contre les sécheresses et les tempêtes. Avec le temps, ce rite a été intégré aux pratiques taoïstes, devenant une cérémonie spirituelle où les offrandes s'accompagnaient de prières et d'invocations. Lorsque les premiers colons chinois sont arrivés à Taïwan sous la dynastie Qing, ils ont apporté avec eux leurs croyances et traditions, et le rituel du dragon de riz s'est alors mêlé aux cultes locaux, notamment ceux de Mazu, la déesse protectrice des marins, et du dieu des récoltes, Wugu Xiandi. Dans certaines régions agricoles de Taïwan, ce rituel est devenu un événement communautaire rassemblant les villageois autour d'un banquet de prière commune. Voilà pour Taïwan. Il faut savoir aussi que ce rituel existe aussi dans les diasporas chinoises, notamment en Malaisie, à Singapour et en Indonésie, et que encore aujourd'hui... ces rituels existent encore dans ces régions-là. Le rituel a été aussi un peu pratiqué en Europe et aux États-Unis dans certaines diasporas, mais ça reste quand même un rituel très rare et très plus anecdotique. Ça va être un tout petit dragon sur une petite table. Ouais, mais j'étais quand même contente de le découvrir aujourd'hui. Ouais, j'en avais jamais vu non plus. Ouais. Voilà. Bon, je suis content. Alors, allez regarder notre page Facebook et liker les publications si vous pouvez pour soutenir. Et voilà, vous avez de toute façon quotidiennement deux articles comme ça, un petit peu en dehors de l'actualité brûlante, on va dire ça comme ça. Merci beaucoup. On arrive déjà à la fin de cette émission.
Et j'espère que ça vous a plu, ces 3 sujets. Merci, et puis à la semaine prochaine. C'était Florian Dai. Valentin Floquet. Et ça, pour On en parle à Taïwan. Au À revoir. bientôt.